Il y a quelques semaines, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux si vous aviez des questions en vue d'une éventuelle FAQ, parce que je me suis rendu compte qu'en 7 ans, 8 ans d'existence, j'en avais fait aucune. Donc je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, c'est le bon moment. Du coup, j'ai fait une petite sélection de questions, donc ne m'en voulez pas si jamais la question que vous m'avez posée ne figure pas parmi celles qui vont arriver. J'ai aussi pas mal fusionné des questions qui avaient des thèmes un peu similaires. J'ai essayé de resserrer un maximum les choses pour éviter que la FAQ ne dure 3 heures. Bref, c'est parti. Où en est la chaîne et quels sont mes futurs projets? Alors, au moment où on enregistre cette FAQ, il y a une vidéo qui est en cours de montage, une grosse vidéo. Il y en a plusieurs qui sont au stade de l'écriture et d'une manière générale, j'ai absolument pas prévu de m'arrêter. Voilà, tant que YouTube marchera, je continuerai en fait de produire des vidéos. Je vais juste essayer d'être un petit peu plus régulier. Là, je sors d'une année 2023 et un début 2024 un petit peu compliqué. Et pour ce qui est de l'actualité en dehors de la chaîne, je suis sur quelques festivals. Là, au moment où on enregistre, je vais dans quelques jours aller à Paris dans le festival de Az qui s'appelle Cinéma Interdit. Et j'ai aussi quelques trucs sous le coude qui sont un petit peu secrets pour le moment, dont je parle pas trop, mais que je développe aussi en parallèle. Voilà, je vous expliquerai ça en temps voulu. Ah oui, et petite nouveauté aussi, depuis un peu plus d'un an, je participe tous les vendredis à un podcast qui s'appelle Jumpscare, qui est spécialisé donc dans le cinéma horrifique, et on fait ça donc avec une bande de potes, donc Romain, Dario, Mylène, Amélie, Lily et Bibi. Donc voilà, on parle une fois par semaine de cinéma horrifique, donc c'est très varié dans le sens où ça peut être un truc très mainstream qui est projeté en salle, comme à l'inverse un truc issu du cinéma de patrimoine, du cinéma bis, un truc vraiment obscur. Donc on essaie d'alterner un petit peu tout ça. Pour le moment, on se marre bien, donc il n'y a pas de raison d'arrêter là non plus. Voilà, si vous ne connaissez pas, les liens sont en description, vous avez la possibilité de nous écouter absolument partout, et du coup n'hésitez pas à nous rejoindre. Quel film t'a fait aimer les films de genre, d'horreur et de SF ? Bon alors évidemment c'est SOS Fantôme, le film de 1984. Les personnes qui me suivent ou qui me connaissent savent que j'ai une espèce de fixation par rapport à ce film-là. C'est le film que j'ai vu le plus de fois de ma vie. Je m'étais amusé à calculer le nombre de fois que j'ai regardé ce film-là depuis que je suis gamin, et de toute façon le chiffre exact, je l'aurai pas. Mais c'est, je pense, entre 120 et 150 fois, donc inutile de vous dire que je le connais par cœur. J'adore la suite aussi qui a été faite en 89. Même le troisième film, donc SOS Fantôme Afterlife, je lui trouve beaucoup de qualité. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées totalement à côté. Le dernier film qui est sorti en salle, donc La menace de glace, bon là j'avoue c'était pas très bien. Le SOS Fantôme de 2016, le remake, là je n'en parlerai pas. Je suis un petit peu passé à autre chose depuis quelques temps, mais voilà, c'est ce film-là qui a déclenché mon amour pour le fantastique au sens large et pour le cinéma plus généralement. C'est quoi pour toi le cinéma bis en 2024 et est-ce que le bis est mort? Alors tout d'abord à la question est-ce que le cinéma bis est mort, évidemment que non. Je dirais pas qu'il est mort, je dirais juste que le cinéma bis en l'état, enfin en tout cas en 2024, il a muté et que aujourd'hui on peut trouver du bis un petit peu de partout. Il suffit d'allumer sa télé, de se mettre sur Netflix, sur Prime ou quoi, il y a du cinéma bis en fait dans ces trucs de VOD. Il y a même aujourd'hui des chaînes de VOD, enfin des plateformes de VOD plutôt, qui sont spécialisées là-dedans. Je pense notamment à Freakzone, à Shadows, à pas mal d'autres aussi, qui n'ont pas forcément une ligne éditoriale 100% bis, mais qui en contiennent beaucoup, que ce soit Filmo, que ce soit Blockbuster, que ce soit Mubi, enfin bref, on peut vraiment en retrouver partout. Depuis quelques années, le bis a tendance à se démocratiser, dans le sens où il y a de moins en moins de personnes à qui je dois expliquer ce qu'est le bis. Il y a 10 ans en arrière, c'était quasiment personne en fait qui rentrait dans le vidéoclub ne savait ce que c'était que le cinéma bis. Et quand je les emmenais dans le coin du bis, enfin le vrai, celui qui est au fond du vidéoclub, les gens avaient des yeux comme ça pour me dire mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ces films. Aujourd'hui c'est un petit peu plus acté que le cinéma bis fait aussi partie de l'histoire du cinéma, et il s'écoule pas une seule semaine sans exagérer, sans qu'il y ait de projection de films bis en salle, de rétrospective, de ressorties ou de festivals dédiés à un auteur ou une autrice en fait estampillé cinéma bis. Je prends l'exemple de Carpenter. Il s'écoule pas 10 jours sans qu'on en entende parler quelque part, quoi. Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est acté que c'est un auteur avec un majuscule, comme Dario Argento, enfin qui remplit maintenant des cinémathèques et des festivals, alors que ces mêmes endroits, en fait, le regardaient un petit peu de travers il y a 40 ans en arrière, quoi. Ça me fait aussi penser
à une phrase, alors, je crois que c'est Jean-Baptiste Toré, si je dis pas de bêtises, qui disait qu'en vrai, aujourd'hui, il y avait de plus en plus de festivals justement de rétrospectives, de lumière plus généralement, focus en fait sur ces auteurs-là, et qu'aujourd'hui, ils ont tendance à être plus en lumière que des grands auteurs classiques, des Antonioni, des Fellini, des John Ford, des Howard Hawks et compagnie, et qu'aujourd'hui, il faudrait presque faire l'inverse, c'est-à-dire permuter un petit peu ce truc-là et remettre en lumière des grands auteurs classiques plutôt que de mettre toujours en lumière les mêmes, les Romero, les Cronenberg, les Carpenter, tout ça, quoi. Je me rappelle que quand j'ai lu cette phrase, j'étais assez d'accord. Avec le recul, enfin, non, peut-être pas mitigé, mais je suis à moitié d'accord. Dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, ces auteurs-là qui étaient méprisés par une large partie de la critique sont aujourd'hui, peut-être pas déifiés ou quoi, mais ils sont largement plus visibles qu'ils ne l'étaient à une certaine époque. Est-ce que ça suffit pour autant à ce qu'il faille inverser les choses et les remettre une seconde fois sur la touche pour remettre en avant des auteurs qui sont extrêmement présents dans les livres de cinéma? Je suis pas sûr. J'ai tendance à aimer les choses équilibré. Et si on calcule en termes d'années, grosso modo, si on prend la naissance, avec des gros guillemets à naissance du cinéma bis, en gros, c'est le milieu des années 50 et le moment où ça a commencé un petit peu à changer de discours, le moment où des gens ont commencé à se dire « Ah tiens, il y a peut-être un cinéma alternatif qui existe, on va peut-être s'y intéresser sérieusement et pas juste le balayer d'un revers de la main », c'est le milieu des années 90 parce qu'entre-temps, Quentin Tarantino en 94, Palme d'Or avec Pulp Fiction, et une bonne partie de la critique s'est dit putain, ce mec en fait qui en interview est capable de citer des tonnes et des tonnes et des tonnes de réalisateurs dans une espèce de flow ininterrompu. Il met en fait exactement au même niveau des grands auteurs classiques et des mecs qui font de la série B et de la série Z. Et pour lui, il n'y a aucune différence. Et étant donné que le mec a une culture qui est quand même assez phénoménale, on va peut-être faire l'effort de s'intéresser un petit peu plus sérieusement à tous ces auteurs qu'on a ignorés, pour rester poli, pendant des années et des années. Et donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on a eu une espèce de petite inversion de la tendance qui ne s'est consolidée sérieusement, enfin en tout cas à mon sens, qu'à partir du début des années 2000, à partir du moment où justement premièrement le DVD est arrivé, et deuxièmement Quentin Tarantino on a remis une couche avec Kill Bill, et je pense que vous en rappelez, c'est le moment où on a eu une tonne de DVD, de films bis qui étaient pour le moment pas forcément super mis en avant, qui l'ont été subitement parce que d'un coup, sur les jaquettes de ces DVD, il y avait ces trucs qui, moi, m'énervaient profondément. C'était le film que Tarantino a pour référence absolue, le film bis préféré de Tarantino, le western préféré de Tarantino, l'inspiration première de Tarantino pour Kill Bill. Bref, voilà, c'était un argument marketing parfaitement compréhensible pour vendre des DVD, mais paradoxalement, qu'on aime ou pas Tarantino, ça c'est un autre débat, ça a quand même beaucoup joué dans la remise en lumière de ce type de film, de ce type de cinéma. Et même si Tarantino n'est pas le seul responsable de ce genre de truc, il y a bien avant lui beaucoup de personnes en fait qui ont œuvré pour que ce cinéma sorte un petit peu de sa zone d'ombre. Que ce soit les mecs de Starfix, de l'Écran Fantastique, de Mad Movies, ou même plus généralement toutes les personnes qui ont fait des fanzines et qui ont fait ça vraiment avec 3 francs 6 sous et qui étaient la plupart du temps bien plus renseignés, bien plus érudits que des mecs en fait qui étaient très bien placés dans des magazines de cinéma qui se vendaient correctement. Toutes ces personnes-là ont œuvré pendant des années pour que le cinéma bis ait enfin la place qu'il mérite, c'est-à-dire une place vraiment au même niveau que le cinéma dit traditionnel. Il n'y a pas un cinéma qui est moins bien qu'un autre. Voilà, moi en tout cas je le perçois comme ça. Le moment où ça a commencé vraiment à bifurquer, c'est le milieu des années 90, et le moment où ça a été acté que ça y est, on ne pouvait pas faire comme si ce cinéma n'existait pas, c'est juste après la sortie de Kill Bill Volume 2, le moment où le cinéma bis a commencé à envahir les bacs de DVD. C'est pas pour autant que la bataille est gagnée, c'est-à-dire qu'il y a encore des personnes pour qui le bis n'évoque absolument rien. Il y a encore des boussoles Canic le Sud ou des critiques chez Télérama qui, de toute façon, ne comprendront jamais l'utilité de la chose. Je caricature, mais on n'en est pas très loin. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime bien les choses équilibrées. Et si on compte donc la naissance du cinéma bis jusqu'au moment où on a commencé un petit peu à le tolérer, donc on va dire, grosso modo, c'est 1995, enfin le milieu des années 90. Donc si on part de 55 à 95, il y a 40 années pendant lesquelles le bis s'est fait un petit peu chier dessus. Donc, à titre personnel, j'aimerais qu'on continue à en parler, comme on le fait actuellement pendant 40 ans. Donc si vous faites le calcul, 1995 plus 40 ans, ça va jusqu'en 2035. Là, on est en 2024, on a encore 11 ans à en profiter. Donc j'aimerais juste que pendant 11 ans, on arrête de nous péter les couilles et que on puisse encore
profiter entre guillemets de la chose avant qu'il y ait cette espèce de basculement qui est souhaité par pas mal de personnes. Donc voilà, oui, je suis d'accord dans le principe, il faut remettre en lumière certaines personnes, mais je ne suis pas d'accord parce que le compte n'y est pas en termes d'années. Voilà, il manque encore 10 ans. Et j'ai fait un putain de gros tunnel, je vais arrêter avec ça. Est-ce que le cinéma est condamné à disparaître ? Alors non, évidemment que non, il ne disparaîtra pas. C'est juste que depuis le confinement, enfin les confinements successifs, les habitudes de consommation ont changé. Il y a pas mal de personnes aussi qui ont découvert l'existence de Netflix et plus généralement de la VOD. Mais c'est pas la première fois qu'on nous sort ce truc de le cinéma c'est fini, plus personne ne va en salle. C'est faux. Le cinéma fonctionne très très bien, il y a des fluctuations forcément, mais dans l'histoire du cinéma qui a quand même plus de 100 ans, 120 ans même, au moment de l'apparition de la télévision, il y avait déjà ce discours de « Oh mon Dieu, il faut faire quelque chose parce que les gens ne vont plus aller au cinéma, le cinéma va mourir ». Non, là, à ce moment-là, le cinéma s'est adapté, a changé sa programmation, a changé aussi la manière de faire des films, et les spectateurs ont suivi. Donc là, aujourd'hui, l'industrie du cinéma ne peut pas ignorer la VOD. La VOD, ça fait un petit moment qu'elle est là, ça fait plus de 10 ans. L'industrie s'adapte, fait des erreurs des fois, fait même de très grosses erreurs, mais c'est pas pour autant que le cinéma est en danger. Non, non, le cinéma se transforme, prend en considération ce qui se passe en matière de consommation de films, mais il n'est absolument pas en danger. Tu as déjà dû le raconter, mais comment es-tu tombé dans la marmite du bis ? Quel est le déclic qui te fait te dire « Ah, je vais faire une vidéo sur ce film » ? Et est-ce que tu peux aussi nous dire quels sont tes derniers coups de cœur ? Alors déjà, avant de démarrer, la personne qui a posé la question, c'est Versus Cinéma. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, foncez, parce que c'est littéralement une des meilleures chaînes ciné de YouTube. Et pour moi, c'est une des rares chaînes de ciné qui mériterait d'être étudiée, ou en tout cas d'être utilisée dans des cours de cinéma, dans les facs. Bref, voilà, foncez si vous ne connaissez pas. Alors le film qui m'a fait plonger dans le bis, je pense que c'est La course à la mort de l'an 2000. C'est un film que j'ai vu, je pense à 8 ans, 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'étais chez des amis à mes parents et leur fils aîné était en train de regarder ça sur la télé dans le salon. C'était une pièce qui était fermée, donc je me suis glissé dans le salon moi aussi. J'ai regardé ce truc-là et j'ai halluciné complet sur ce que je regardais. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est un film produit par Roger Corman dans lequel il y a une course qui est organisée, mais le but c'est pas tant d'arriver premier que de marquer un maximum de points en écrasant les gens, sachant que un enfant vaut tant de points, un adulte vaudra un peu plus de points, et une personne âgée vaudra le maximum de points. Bref, quand j'ai vu ça avec mes yeux d'enfant, j'étais à la fois horrifié et fasciné par le truc, et j'ai mis des années à le retrouver parce que, dans mon souvenir, c'est un film qui s'appelait Seigneurs de la route. Et quand je parlais des Seigneurs de la route aux gens, tout le monde me disait mais on sait pas ce que c'est. Et tout le monde me parlait de la course à la mort de l'an 2000. Et moi je dis non, c'est pas ça, c'est les Seigneurs de la route. Et j'ai découvert bien plus tard que c'était exactement la même chose et que les Seigneurs de la route c'était le titre dans lequel le film est sorti en VHS. Et quand je suis retombé dessus, j'étais très content de enfin pouvoir le revoir. Et je pense que voilà, c'est vraiment ce film-là qui m'a marqué quand j'étais gosse. Et dans la foulée, je crois qu'on avait maté Mad Max 2. Donc voilà, déjà à l'âge de 8 ans, c'était foutu. Je crois que c'est vraiment ces deux films-là par lesquels ma passion a démarré, quoi. Et en ce qui concerne le déclic qui me pousse à faire une vidéo sur un film plutôt qu'un autre, il n'y a pas vraiment de logique dans le sens où au moment où j'ai démarré ma chaîne, j'avais écrit toute une liste de sujets que je voulais aborder et aujourd'hui j'ai l'impression d'en avoir fait à peine le quart, donc il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais traiter. Il y a des sujets que je voulais traiter à la base mais qui aujourd'hui ne m'intéressent absolument plus et je pense que si c'est ça, c'est que à partir du moment où je vois quelqu'un sur YouTube parler d'un film, d'un genre ou d'un sous-genre, d'un réalisateur, d'un acteur, d'une actrice, peu importe, et que cette personne le fait très bien, je raye ce truc de ma liste en me disant voilà, cette personne l'a très bien fait, il n'y a aucune utilité à ce que moi je le fasse de la même façon si c'est pour raconter exactement la même chose. Donc voilà, vous imaginez pas le nombre de trucs qui sont partis à la poubelle à cause de ça. Ce qui me motive en fait à partir sur un sujet plutôt que sur un autre, c'est parce que je ne le trouve pas sur YouTube et que ça me semble être une bonne idée de parler d'un sujet qui n'a que trop peu été traité, en tout cas à mes yeux, sur la plateforme. Et en ce qui concerne mon dernier coup de cœur, te connaissant, je pense que tu vas particulièrement kiffer, si tu ne l'as pas déjà vu, un film qui s'appelle 100 of Beavers. Tout Twitter en a parlé récemment et c'est une espèce de comédie sans parole en noir et blanc, très cartoon, très slapstick, sur un gars qui est
dans la neige et qui a grave la dalle et qui essaye de chasser des castors. Les castors étant joués par des mecs en costume, c'est à pisser de rire, c'est brillant. T'as l'impression que le truc en fait pourrait tenir sur un court-métrage et que ça suffirait amplement. Or là, le film fait, je crois, 1h45 et à aucun moment en fait tu ne t'emmerdes. Chaque gag est construit de manière à ce qu'il apporte quelque chose en plus dans la narration. Et à la fin du film, les gags se répondent entre eux et c'est du génie. Je croise les doigts pour que le film sorte en France. Le film était dans le marché du film, si je dis pas de bêtises. J'ai vu passer une photo sur Twitter récemment. Je croise les doigts pour que quelqu'un achète et le distribue correctement en salle parce que vraiment, c'est, en tout cas à mes yeux, la comédie la plus parfaite, la plus drôle que j'ai vue depuis au moins 10 ans. Petite question, as-tu un plaisir coupable ou un film que tu adores mais que tu ne peux révéler sous peine de perdre ta street cred? Alors, question posée par Dr Pierre qui est sur Twitch et qui m'en veut, qui m'en veut personnellement. Non, écoute, un film dont j'aurais un petit peu honte, je regarde dans cette direction parce que c'est là-bas que sont mes DVD et mes Blu-ray. Oh putain, oui, il y en a un. Je l'ai montré à quelques personnes. Ils ne comprennent pas, très clairement. Je comprends pas non plus, parce que je suis pas forcément très fan des comédies américaines début 2000. J'aime beaucoup les Farrelly, je suis moins fan de tout ce qui est Judd Apatow et compagnie. Et toute la petite bande de l'époque, en fait, ils me font pas forcément rire, ils me font sourire, mais vraiment, ça va s'arrêter là. Mais le film auquel je pense, c'est pas forcément le début des années 2000, on est plutôt vers le milieu des années 90, mais on est un petit peu dans ce mood-là aussi. C'est un film qui s'appelle Happy Gilmore, qui est un des premiers films d'Adam Sandler. Je crois que c'est un film réalisé par Dennis Dugan, qui est un mec qui n'a fait quasiment que de la comédie et qui a très souvent bossé pour Adam Sandler. Il n'y a pas forcément de choses notables dans le film, c'est juste l'histoire d'un hockeyeur qui est nul à chier et qui se reconvertit dans le golf, et qui, de par son tempérament, va commencer à taper tout le monde dès qu'il rate un trou ou quoi. C'est très con, c'est très con, mais je sais pas pourquoi ce film me fait rigoler. Voilà. Alors une question qui est revenue un certain nombre de fois, est-ce que tu vas parler de cinéma bis français? Alors oui, c'est prévu, je sais pas encore quel axe je vais prendre, ni quel réalisateur, quel film je vais traiter. C'est quelque chose que je garde en tête, mais pour le moment, voilà, j'ai pas plus de précision que ça. Dans les exemples qu'on m'a cités, dans les questions que j'ai reçu beaucoup de choses très variées, très différentes. Ça va de Lucia Dalilovic à Martyr, en passant par Jean Rollin. Il y a même quelqu'un qui m'a cité Jean-Louis Coste. Toi, tu veux que je sois démonétisé? Je ne ferai jamais ça. Mais vraiment, c'est très vaste, et du coup, c'est ce qui me bloque un petit peu pour le moment, c'est que je sais pas par où démarrer. Je suis pas certain de pouvoir faire une vidéo qui englobe la totalité du cinéma bis français sur 60 ou 70 ans. Ça me semble difficilement faisable vu à quel point les films en fait sont différents. Mais voilà, si je le fais, je pense que ça sera soit un film très précis, soit un auteur très précis. Dans le nouveau format que je fais depuis quelques années, qui s'appelle Court bis, donc c'est des vidéos très courtes où j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel et de présenter un réalisateur ou un film de manière très rapide sans trop rentrer dans les détails. J'ai fait une courte vidéo sur Yann Gonzalez, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Si je devais faire des trucs, je pense, sur le cinéma bis français, ça serait peut-être sous ce format-là, ou alors ça serait vraiment beaucoup plus long, et auquel cas, faudra pas vous attendre à ce que la vidéo sorte rapidement, parce qu'à mon avis, ça va demander pas mal de taf. Donc voilà, c'est très flou pour le moment, je sais que je vais en parler, je sais pas du tout la forme que ça prendra, mais ça finira par se faire un jour. Quelle est ta vision concernant le cinéma de genre français? Est-ce que la production et les spectateurs ou les spectatrices sont plus demandeurs, ou les succès récents ne sont que des mouvements de soubresaut? Et comment vois-tu la mainstreamisation du genre dans le cinéma français? Bon, alors là, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. À commencer par la mainstreamisation, alors je suis pas certain d'avoir la même définition que toi, mais de ce que je comprends, après tu me corrigeras si jamais je me trompe, ce que tu entends par mainstreamisation, c'est que tu penses que les films de genre qui sortent en salle ont un côté un petit peu mainstream, dans le sens où il n'y a pas grand-chose qui dépasse, et qu'on n'est pas sur un truc révolutionnaire qui en fout plein les murs ou qui fera date dans l'histoire du cinéma. Je peux le comprendre, mais d'un autre côté, je préfère qu'on ait des films entre guillemets mainstream, comme tu les appelles, parce que le cinéma de genre bien vénère, qui en fout plein les murs et qui est super gore, qui est méga trash et qui horrifie les gens, on a déjà eu ça il y a 20 ans en arrière, avec Haute Tension en tête, Martyr, Frontières à l'intérieur et pas mal d'autres. Et en France, en fait, ça fait fuir tout le monde. C'est hormis peut-être Martyr,
des films qui ont fait très peu de spectateurs en salle et qui étaient beaucoup trop énervés, je pense, pour une partie des spectateurs qui n'avaient pas forcément l'habitude qu'il y ait du cinéma de genre français et qu'en plus il soit hardcore à ce point-là. C'est vraiment une très courte période, mais qui paradoxalement est étudiée dans certains pays en dehors de la France. Je sais que les Américains, soit ils parlent de French horror, soit ils englobent le truc de manière plus générale avec ce qui s'est passé par exemple en Espagne, et ils parlent d'Eurotrash. Donc voilà, le cinéma de genre qui est là pour vraiment en foutre plein la gueule aux spectateurs, ça a déjà été tenté, ça ne marche pas. À la même période, il y a eu aussi le Pacte des loups qui avait fait quand même 5 millions de spectateurs. Ça n'a quasiment rien changé, c'est-à-dire que le Pacte des loups, c'est un film qui est blindé de références à tout ce qu'aime Christophe Gans ou quoi, mais c'est pas pour autant que ces références ont été comprises par les spectateurs de l'époque. Il y a pas mal de personnes qui, au moment de visionner le film, se sont posé la question de pourquoi est-ce que des gars se foutaient sur la gueule en faisant des prises de kung-fu, ce que je peux comprendre, hein. Mais aujourd'hui, je pense que si le film ressortait en salle, on serait nettement moins nombreux à se poser la question. Alors, pause 10 secondes, là c'est le Mathieu du futur, là, celui qui est en train de monter la vidéo, là, qui prend la parole. Je me suis occupé du montage d'une autre vidéo qui concerne justement le Pacte des loups. Donc la vidéo est visible sur la chaîne de Bolchegeek, et dedans il est question justement de la place très particulière qu'a le Pacte des loups dans le cinéma français. Étant donné toutes les bonnes surprises qu'on a pu avoir au cinéma en 2023, je trouve que c'est une vidéo qui arrive au bon moment. Si vous ne l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc voilà, le cinéma de genre aujourd'hui est quand même bien plus représenté qu'il ne l'était il y a quelques années en arrière. Et même si voilà, tout n'est pas forcément parfait, je préfère qu'il y ait beaucoup de films mainstream et que dans le lot, il y en ait un ou deux comme ça qui surnagent un petit peu et qui fassent son petit effet. Parce que je pense que c'est vraiment, ça va être très paradoxal ce que je dis, mais c'est vraiment de la quantité que va émerger de la qualité. C'est ce qui s'est passé récemment avec Mars Express, qui est ni plus ni moins que le plus grand film de science-fiction français, en tout cas à mes yeux, sorti en salle depuis au moins 25 ou 30 ans. Et j'exagère pas, vous voyez Mars Express. Vermine est en train de faire le tour du monde, le mec est en train de bosser avec Sam Raimi, il est en train d'écrire le prochain Evil Dead. Donc le cinéma de genre aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui commence à faire école. Et encore une fois, je préfère qu'il y ait beaucoup de films qui sortent, peut-être un petit peu inégaux, à des petits météores comme ça qui arrivent ponctuellement et qui soient super vénères, et qui du coup fasse fuir tout le monde et qui décourage totalement les producteurs derrière, parce que voilà, le film va faire 30 000 spectateurs et le producteur va être là à dire bah voilà, je vous avais dit en fait, enfin je vous avais prévenu que ce genre de cinéma ça ne marche pas en France. La seule façon pour que les choses avancent et qu'on ait des films un petit peu moins mainstream, c'est qu'il y ait une espèce de, peut-être pas d'accumulation, mais que le cinéma de genre soit représenté de manière continue, et que de par ce fait, on habitue le spectateur à ne pas consommer que du cinéma de genre américain et à lui faire comprendre que du cinéma de genre français, c'est possible, c'est faisable. On a les scénaristes, on a les talents, on a les effets spéciaux, on a tout. Maintenant, il faut que les gens suivent en salle. Et ce qui me fait aussi penser à ça, c'est qu'on a de plus en plus de cinéma de genre français qui arrive dans les grands festivals. Et au moment où on enregistre cette FAQ, il y a notamment le dernier film de Coralie Farja qui est en compétition à Cannes, The Substance, qui a fait grand bruit. Après, je me méfie des retours cannois parce que bah, c'est Cannes, et du coup, quand il y a 3 gouttes de sang, les mecs ils sont en panique totale, t'as l'impression qu'ils ont vu le film le plus gore de leur existence. Non, le film je l'ai pas vu encore une fois, je doute pas que Coralie Farja a dû encore en foutre plein les murs après Revenge qui était déjà assez gratiné. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne chose que ce cinéma soit représenté dans des grandes institutions comme le Festival de Cannes et pas uniquement dans des festivals dédiés au cinéma de genre, parce qu'il y a aussi que comme ça qu'on pourra avoir une espèce de démocratisation de la chose et avancer. Donc, est-ce que les succès récents ne sont que des mouvements de soubresaut ? J'espère que non. J'espère qu'on va continuer à produire des films, on va continuer à investir de plus en plus d'argent dans ces films-là, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir des films de qualité. Donc voilà, j'y aurais pas forcément cru il y a quelques années en arrière, mais je trouve qu'aujourd'hui on a un cinéma de genre français qui est très varié, qui se porte plutôt bien, et qui de toute façon ne peut que aller en s'améliorant à partir du moment où les producteurs, les festivals et les spectateurs joueront le jeu. Pourquoi est-il plus difficile d'avoir des films de genre français plutôt que des comédies ? Bah, ça, j'en ai un petit peu déjà parlé dans la question précédente, c'est des habitudes en fait qu'il faut changer. À partir du moment où le spectateur français comprendra que le cinéma de genre français peut être intéressant, peut être viable, et qu'on peut lui faire confiance, les gens iront vers ces films-là, et les producteurs aussi
produiront ce type de film. À l'heure actuelle, je crois que c'est encore toujours le cas. Les chaînes de télé, je ne sais pas si elles sont majoritaires, mais en tout cas, elles interviennent pour beaucoup dans la production d'un film. Et une chaîne de télé préférera toujours mettre des sous dans une comédie familiale du type Les Ch'tis, Danny Boone, Les Tuches et compagnie, qui passera parfaitement à 20h50 sans aucun problème, qui pourra être accompagné de publicité avant, pendant et après, plutôt que dans un film de genre tendance grave ou Titane, qui eux par contre vont plutôt passer à 1h du matin, parce que là c'est tout de suite interdit au moins de 12 ou au moins de 16, et en termes de publicité on n'y est pas du tout, et en termes de spectateurs aussi, en termes d'audience aussi, donc c'est pas rentable, voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est une espèce de pacte des loups bis, mais qui cartonne au point que les gens se disent putain, ok, c'est bon, c'est viable. Il y a suffisamment de spectateurs pour ce genre de truc et on peut de nouveau les passer à 20h50 sans se pisser dessus et sans s'imaginer qu'un interdit au moins de 12 en bas de l'écran, ça fait fuir tout le monde. Non, c'est pas le cas. Mais encore une fois, voilà, une chaîne de télé aujourd'hui sera de toute façon beaucoup plus rassurée à l'idée de financer un truc très facile, très familial, très comédie, plutôt qu'un truc qui risque de faire fuir les gens devant leur petit poste de télévision. Quels sont tes films français préférés? Alors, il y en a beaucoup, il y en a même beaucoup trop, donc je vais juste te faire une petite liste et l'afficher juste après. Ah bah tiens, en parlant de cinéma français, il y a Le Bonimenteur, qui est une chaîne d'ailleurs dédiée au cinéma français, qui me pose la question. Au vu de tout ce dont tu as parlé, arrives-tu au bout de ton concept, ou est-ce que tu as d'autres idées de vidéos et d'émissions en dehors du bis? Alors non, je suis loin d'avoir épuisé le concept, puisqu'il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler. Comme je disais tout à l'heure, j'avais commencé au début de ma chaîne à me faire une liste des sujets que je voulais évoquer, et je suis encore loin d'avoir vu le bout de la liste. Après, pour ce qui est des autres projets, oui, il y a quelque chose qui se prépare. Je peux pas trop en dire pour le moment, mais ça serait une espèce de hors-série. Ça serait grosso modo des vidéos qui ne parlent pas de cinéma bis, mais qui parlent de choses qui me passionnent. Donc ça peut être très bien sur les jeux vidéo, sur la littérature, sur la télévision même, sur plein de sujets en fait qui sont pas forcément liés au cinéma. Et il y a des trucs que je prépare depuis un petit moment. Je sais pas encore la forme que ça va avoir, mais je sais que ça fait très longtemps que j'aimerais parler d'une émission radio très particulière. Voilà, ça va être un gros morceau. C'est quelque chose que je vais essayer de travailler cette année, et ça fait partie des trucs qui sont en cours d'écriture actuellement. Autre projet que j'ai avec un pote, ça serait soit une espèce de documentaire, soit une série de vidéos pour YouTube, mais je peux pas vous dire le sujet. J'aide mon pote en fait à concrétiser ce truc-là parce que c'est quelque chose qu'il travaille depuis un petit moment. Et le pote en question, c'est un vidéaste que vous n'avez pas vu sur YouTube depuis un petit moment. Alors non, ça n'est pas Karim Debache, calmez-vous, mais on est à peu près à la même période. Voilà, donc patience, ça finira par sortir. Je ne sais pas encore la forme que ça va prendre, mais je vais faire en sorte que ça se fasse. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur le cinéma de genre africain ou d'Amérique du Sud? Alors ouais, j'aimerais beaucoup, d'autant plus qu'en Amérique du Sud, il y a pas mal de choses qui se passent actuellement dans des pays où les chefs de l'État sont pas forcément des gens très recommandables. Donc de fait, tout ce qui est cinéma d'horreur, ça repart à la hausse. Dernier exemple en date, One Evil Lurks, film argentin. Après, je suis pas du tout un spécialiste du cinéma d'Amérique du Sud. Faudrait que je me penche dessus, mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Quant au cinéma de genre africain, je ne le connais juste pas. Mais je refuse de croire que c'est un cinéma qui n'existe pas. Je pense qu'on n'a juste pas pris le temps de défricher un petit peu le truc, et qu'il y a forcément des auteurs, des autrices, des films qui nous sont totalement inconnus, qui mériteraient en fait qu'on les remette un petit peu en lumière. Donc ouais, pourquoi pas. Petit aparté aussi en ce qui concerne le cinéma d'Amérique du Sud, il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Vidéodrome, que vous connaissez sûrement, qui est tenue par Sam Kokai aka Vidéodrome aka Lumi. J'ai découvert pas mal de films dont je ne soupçonnais même pas l'existence, donc vraiment je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait. Beaucoup de personnes en fait l'ont découverte récemment via ses chroniques du dimanche dans Rhinocéros pour Blast. Mais voilà, avant ça, elle tenait donc la chaîne Vidéodrome, et donc avant de s'appeler Lumi, elle s'appelait Sam Kokai, mais encore une fois, c'est la même personne, et ce qu'elle fait est vraiment brillant. Allez lui donner de la force et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Connais-tu le cinéma kinky? Si oui, quels sont tes films kinky préférés? Est-ce que tu as des éditions à conseiller si possible? Alors,
Autre pan du cinéma bis que je ne connais absolument pas, le cinéma kinky. J'ai découvert son existence il y a très peu de temps, je n'ai pour le moment rien vu. Ce que je te conseillerais en termes d'édition DVD ou Blu-ray, c'est un coffret qui est sorti récemment chez Artus Film, qui contient plusieurs films de Eloy de la Iglesia. Et de ce que j'ai compris, voilà, le cinéma kinky, c'est une espèce de courant qui a eu lieu en Espagne dans le milieu des années 70, que je vais découvrir. Voilà, donc je serais totalement infoutu de te donner mon film préféré puisque je ne le connais pas. Est-ce que tu vas parler de cinéma japonais? Alors oui, c'est prévu, mais un petit peu comme avec le cinéma français, je ne sais pas du tout la forme que ça va prendre, parce que c'est quand même très vaste entre le Pinku-ega, le Kaiju-ega, le film de fantôme japonais, le Chambara, enfin bref, c'est vaste. Je pense que je vais faire peut-être sous-genre par sous-genre, et encore peut-être pas non plus tous les faire, mais je sais que le Chambara, c'est quelque chose que je repousse depuis très longtemps. Il y a beaucoup de sous-genres très fournis en matière de films que j'ai longtemps repoussé parce que ça me paraissait trop gros. C'est ce qui s'est passé notamment avec le western italien. J'ai mis des années en fait à faire une vidéo sur le sujet. Donc la vidéo existe aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Mais le Chambara aussi, ça fait partie des trucs que je repousse. Comme le giallo, comme les films de la Hammer aussi. Mais voilà, pour revenir en fait au cinéma japonais, le Chambara, il y aura de toute façon une vidéo sur le sujet un jour. Je sais juste pas quand, parce qu'il y a beaucoup de films à revoir et à découvrir. Ceci dit, vous avez quand même beaucoup de chaînes spécialisées dans le cinéma asiatique, pas juste japonais, mais vraiment asiatique, sur YouTube. Vous avez les chaînes de Jonathan Asia, vous avez Max Pereira, vous avez le beau parleur du cinéma qui fait pas mal d'interviews. Vous avez aussi la maison du cinéma asiatique qui est très complète et qui est tenue par Arnaud Lanuc, qui vient justement de sortir un bouquin Somme sur Choi Ark. Potentiellement, il y aura peut-être une vidéo sur Choi Ark un jour. Ça fait un moment que j'ai ça dans mes cartons. De par mes goûts personnels, je suis un petit peu plus attiré par le cinéma hongkongais que par le cinéma japonais, mais de toute façon, vous aurez droit à des vidéos sur le cinéma japonais. Ça finira par arriver. Je crois que pour le moment, je n'ai parlé que de Tetsuo et de quelques petits films à droite à gauche. Donc oui, il est temps que je revienne un petit peu du côté du Japon. Question de Lumi. Tiens donc, comment tu choisis les thèmes dont tu vas nous parler? Tu pars parfois d'un film, d'un genre, d'un personnage. Qu'est-ce qui te décide à te lancer dans les grandes analyses? Merci pour tout ton travail depuis 8 ans. Merci Lumi déjà. Comme je le disais précédemment, j'ai pas forcément de planning défini dans ce que je veux faire en matière de sujet de vidéo, ça me tombe un petit peu dessus comme ça. C'est souvent des trucs qui sont aussi en réaction à des films que je peux voir. Dernièrement, j'ai fait une vidéo courte sur un film qui s'appelle The Appointment, et c'est en fait en le voyant que je me suis dit putain, il faut que j'en fasse quelque chose, alors que c'était pas du tout prévu que je parle de ce film-là. Certaines vidéos sont faites aussi en réaction à des discussions que j'ai pu avoir. Par exemple, la vidéo sur le Redneck Movie, ça vient d'une discussion que j'ai eue avec Az l'épouvantail, très grosse chaîne aussi sur le cinéma d'horreur, et on était en train de s'engueuler en fait en MP tous les deux par rapport à un film de Redneck. On n'était pas d'accord du tout sur le fait que ça soit ou pas un bon film. Moi je disais que c'était de la merde et Az me disait non, c'est un bon film, et j'ai dit écoute, j'ai prouvé par A plus B que le film est pas bon, et tiens boum, tu m'as motivé, je vais faire une vidéo sur le sujet. Et voilà, c'était juste parti de ça, et ça m'a pris 6 mois je crois. Et du coup, ça a donné la vidéo qui est sur ma chaîne actuellement. Donc voilà, ça part vraiment des fois de rien, d'un détail. Donc encore une fois, c'est très variable, c'est très aléatoire. Bon anniversaire pour cette chaîne, merci. Et ensuite, si jamais tu devais refaire un épisode complètement dans sa conception, ça serait lequel et pourquoi? Et sinon, est-ce que tu parleras de littérature fantastique et horrifique pour une thématique spécifique? Ça fait beaucoup de mots horrifiques. Alors pour ce qui est de refaire des épisodes, sur le fond de ma pensée, je referai la quasi-totalité, non peut-être même la totalité de ce qui a été tourné dans le vidéoclub. Parce que voilà, les personnes qui sont abonnées depuis longtemps à ma chaîne le savent, la chaîne se divise en 2 périodes. Les vidéos tournées dans le vidéoclub, en feu mon vidéoclub, et les vidéos tournées après, chez moi, c'est-à-dire ici. Tout ce qui était tourné dans le vidéoclub, c'était avec mon cadreur de l'époque qui s'appelait Olivier, avec qui putain on a bien rigolé. Mais on faisait ça un petit peu la fleur au fusil, ce qui fait qu'à l'époque, je montais tout moi-même et on faisait ça en speed le dimanche, alors que le pauvre il avait autre chose à foutre. À l'époque, j'avais pas trop de skill en termes de montage, ce qui fait que le son ne va pas, il y a des raccords qui ne vont pas en termes de rythme, ça va pas non plus. C'était aussi le YouTube de 2016, donc je pense qu'il y a beaucoup de trucs que je dégagerais aujourd'hui si je devais refaire le montage de ces vidéos. Je vous avoue ne jamais les avoir revus. À partir du moment où j'ai une vidéo qui sort sur YouTube, je ne la revois pas. Donc j'ai oublié la plupart des choses qu'il y a dedans. Je referai donc l'intégralité de ce qu'il y a eu dans le vidéoclub, donc je pense que
Les 8 premières vidéos, la dernière se conclut avec moi en train de baisser le store du rideau et c'était vraiment une des dernières fois où j'étais dans le vidéoclub. C'était, je crois, les premiers jours de la fermeture et on a tourné ça en 4e vitesse avec Olivier en pensant vraiment qu'on allait avoir les clés encore pendant très peu de jours. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais bref, c'est une vidéo qui a été rushée. Paradoxalement, c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, parce que c'est un top, et du coup, ça, je sais que ça plaît, donc bon, bref, voilà. Toutes ces vidéos-là, je les referai aussi, je pense, avec Olivier, parce que, faut dire ce qui est, on a quand même bien rigolé. Il y a beaucoup de moments qu'on a écarté du montage, parce qu'on partait en fou rire tous les deux, et c'est aussi pour ça que les tournages étaient très compliqués, que ça prenait du temps à s'organiser, c'est qu'on savait que ça allait s'étaler sur toute la journée. Il n'y en avait juste pas un pour rattraper l'autre, il suffisait qu'il y en ait un qui bafouille pour que l'autre le fracasse. Et petit vénard, c'est de la merde. Je suis content que tu t'en rendes compte tout seul. Petit vénard. Et ça a duré des fois pendant des heures et des heures et des heures. Et en fait, le pauvre partait très tard le soir, donc se faisait défoncer par sa copine. Donc voilà, je comprends qu'il ait eu quelques réticences après à remettre un petit peu le couvert. Même si aujourd'hui, voilà, c'est pas la raison pour laquelle vous ne le voyez plus dans les vidéos, c'est juste qu'il a été appelé ailleurs et qu'il travaille pas forcément là où je travaille moi. Tous les deux, on a très envie en fait de remettre ça, mais voilà, c'est pas impossible qu'il revienne un jour en vidéo pour une vidéo très particulière. Je garde ça dans un coin de ma tête, mais voilà. En ce qui concerne la littérature, je l'évoquerai si jamais ça se justifie dans la vidéo, mais après je ne suis pas forcément un grand spécialiste. Mais ceci dit, vous avez beaucoup de chaînes sur YouTube qui parlent justement de littérature fantastique et horrifique. Et à titre personnel, une de mes préférées, c'est une chaîne qui s'appelle La Grande Entrée, qui est tenue par Arnold, qui est une des plumes notamment dans l'écran fantastique, et qui le fait très bien, et qui en plus ne fait pas que ça, il parle aussi de films. Donc voilà, si encore une fois, si vous ne connaissez pas, allez vous abonner. Est-ce qu'il y aura un jumpscare en vidéo? Alors ouais, c'est prévu, on n'a pas de date pour le moment, on ne sait pas du tout la forme que ça va prendre, mais je pense que si on fait ça un jour, ça sera pour une espèce d'événementiel dans le cadre d'un festival ou d'une soirée thématique particulière. Voilà, donc on y pense, c'est pas sur le feu pour le moment, mais on y pense. Est-ce que tu arrives à concilier ta chaîne et le podcast Jumpscare? Alors oui, sans problème, vraiment sans problème, parce que Jumpscare de toute façon, ça me prend une soirée par semaine pour l'enregistrement, même s'il y a des recherches en amont, tout ça. Mais de toute façon, ça n'entre absolument pas en collision avec le travail que je peux faire pour la chaîne ou le travail de montage que je peux faire pour d'autres. Après, voilà, je sors suffisamment peu de vidéos sur ma chaîne, et j'en suis le premier désolé, pour que ça ne rentre pas du tout en collision avec le jumpscare. C'est vraiment deux trucs qui ne se chevauchent pas, quoi. C'est quand la prochaine vidéo? Alors, c'est prévu dans pas longtemps. Un retour sur YouTube de prévu? Alors, c'est prévu dans pas longtemps. Ton film de Nazisploitation préféré? Alors, si tant est que j'ai un film de Nazisploitation préféré, par défaut, je dirais Ilsa. Voilà, pour plein de raisons, parce que c'est le plus connu déjà, et d'autre part parce que c'est paradoxalement un des moins pires. Le film ressemble beaucoup à une espèce de bande dessinée pour adultes. C'est ce qui, je pense, le sauve à pas mal de niveaux. Mais comme les choses sont plutôt bien faites, sachez que juste avant le tournage de cette FAQ, on a bouclé le tournage d'une vidéo consacrée justement à Ilsa, et c'est prévu dans pas longtemps. Que penses-tu de cette vague récente de films qui se disent bis, mais qui n'en adoptent que des postures, genre le truc Winnie, je suppose Winnie the Pooh, ou Cocaine Bear? Alors Flo, je pense que tu connais déjà ma réponse. Je déteste ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, le bis c'est démocratisé, et un des revers de la médaille, c'est que de toute façon, il y a des personnes qui vont très vite choper les codes de 2-3 sous-genres un petit peu pétés et se les approprier pour les parodier et surfer un petit peu sur la vague et proposer en fait à des gens qui connaissent pas forcément le cinéma bis ou qui sont pas forcément très regardants non plus sur les films. Leur proposer justement des films qui sont ni fait ni à faire, quoi. Pour moi, Winnie the Pooh, Cocaine Bear, tout ça, je le range exactement dans la même case que tout ce qui est Sharksploitation, tous les Sharknado et compagnie, enfin tous ces trucs-là qui sont faits à la va-vite, juste pour amuser entre guillemets la galerie et contenter des fans très peu regardants en fait par rapport à la qualité du film en question. Après, si la personne en fait est fan de nanar, là ça change. Là ça change et là tu peux vraiment prendre plaisir et regarder le truc au premier degré.
Je connais à titre personnel des fans hardcore de Sharksploitation, et même un festival. Enfin bref, voilà, il y a des fans. Mais j'ai l'impression que c'est des films qui prennent le genre, et même le bis plus généralement, de haut. Et ça a tendance un petit peu à m'agacer. Peut-être un peu moins Cocaine Beer, mais ça en fait pas forcément un bon film pour autant. Cocaine Beer, c'est basé sur un fait divers qui a vraiment existé, mais qui a ensuite été modifié pour donner le film qu'on connaît. Il y a vraiment un sac rempli de drogue qui est tombé d'un avion et qui a été sniffé par un ours, sauf que l'ours en est mort. Donc à aucun moment il n'a attaqué des personnes derrière, mais ça suffit à exciter 2-3 scénaristes. Sauf que le point de départ était tellement fou que j'ai du mal à concevoir qu'on fasse un film aussi mou et chiant et mal rythmé et peu intéressant que Cocaine Beer, parce qu'il y avait vraiment matière à partir super loin, à faire un vrai bon film bis, trash, fou furieux, complètement débile, outrancier, vraiment qui part dans toutes les directions à la fois. Et on a un truc extrêmement propre, extrêmement policé, qui s'essuie les pieds avant d'entrer, qui est chiant à crever, mais qui, malgré tout, a donné naissance à tout un nouveau sous-genre du bis, qui est le film d'animal sous drogue. Et est-ce que c'est un sous-genre qui est intéressant en l'état à l'heure actuelle? J'en suis même pas sûr. Donc voilà, tous ces trucs en fait conçus pour l'argent et pour faire des vues faciles, pour susciter des achats faciles, je suis vraiment pas fan, même si paradoxalement c'est aussi du cinéma d'exploitation et j'adore le cinéma d'exploitation, mais je trouve que l'utilisation qui en est faite maintenant qu'on connaît les codes du cinéma bis, il y a une espèce de cynisme qui est présent dans ce type de film qui n'était pas du tout présente dans les films d'exploitation des années 50, 60, 70. À partir des années 80, c'est limite. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Envisages-tu une vidéo sur le studio Troma? Alors non, j'y avais pensé une époque, mais j'ai mis ça de côté. Je pense que si cette vidéo devait se faire, à mon avis, il y aurait beaucoup plus de chances qu'elle se fasse chez Fry 3000, grand fan de la Troma devant l'éternel, mais qui n'a pas fait que regarder des films, il a aussi joué dedans en tant que figurant. Et en tant que spectateur, je préfère infiniment que Fry nous sorte un jour une vidéo sur la Troma plutôt que de devoir la faire moi. Je sais d'avance que le truc sera infiniment plus complet. Un mot sur Bégoten un jour sur ta chaîne. Une analyse ou une présentation sérieuse qui passerait autrement que par le prisme du sensationnel que l'on retrouve souvent partout ailleurs sur Internet. Alors, je vais pas te la faire à l'envers, Bégoten je l'ai vu une fois, et ça remonte à 15 ou 20 ans en arrière. Je l'ai vu très tard un soir, je t'avoue m'être complètement endormi devant. J'ai de vagues souvenirs des 10 premières minutes qui m'avaient fasciné parce que, de mémoire, on est sur une espèce de truc en noir et blanc avec un grain épouvantable. On a du mal à discerner ce que l'on regarde et encore une fois ça m'avait fasciné, mais l'ayant vu très tard je me suis vite endormi, j'ai vite atterri dans les bras de Morphée, donc ça mériterait vraiment que je le regarde correctement ce coup-ci, d'autant plus que je crois de mémoire le réalisateur a été célébré il n'y a pas longtemps dans un festival en Belgique. Donc voilà, si je dois faire quelque chose sur Bégoten avant, il va falloir que je me renseigne un petit peu plus sur tout ça et que je le regarde sans m'assoupir devant. Et côté séries télé, alors en ce qui concerne les séries télé, je suis désolé, je ne suis pas du tout un grand amateur de séries télé, j'en regarde quelques-unes, mais ça me prend beaucoup trop de temps et quitte à choisir, je préfère regarder plusieurs films plutôt que de me lancer dans une série où j'aurai pas forcément l'assurance qu'elle se termine correctement, ni même qu'elle se termine tout court. Il y a pas mal de trucs que j'ai lancés qui se sont avérés être très décevants au final ou n'avoir jamais eu de finale. Donc voilà, j'ai des séries que j'adore. J'adore Twin Peaks, j'adore Millennium, j'adore Trailer Park Boys, qui n'est pas forcément très connu, mais dont l'intégrale, je crois, est sur Netflix. J'en adore comme ça 4 ou 5, mais de là faire des épisodes sur la chaîne consacrés aux séries télé, pour le moment, voilà, c'est pas prévu. Est-il possible d'avoir un épisode entier sur des films de genre disparus ou introuvables, ou bien de genres qui n'ont jamais pris, ou juste très obscurs dans le sens inconnu du mot obscur? Ouais, alors ça j'y ai pensé et je suis pas certain que ce soit une très bonne idée, parce que voilà, faire une espèce de liste de films vraiment pétés, vraiment ultra obscurs ou quoi, c'est très plaisant, mais après je pense que vous allez aussi grandement galérer à mettre la main sur ces films, et ce qui m'intéresse principalement avec la chaîne, c'est que vous puissiez voir les films en question, qu'il puisse y avoir une espèce d'échange, de retour entre vous et moi, et faire une vidéo sur des films que personne ne pourra voir, je suis pas sûr que ça soit très intéressant.
Quel est ton nanar préféré et est-ce que tu es aussi amateur de nanar? Alors oui, je suis amateur de nanar, puis de toute façon mon t-shirt le prouve. Mon nanar préféré c'est Devil Story, comme beaucoup de monde en fait. Devil Story c'est même un film que j'ai failli traiter sur ma chaîne et ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons, mais ça a quand même fini par se faire sous une autre forme sur la chaîne de Romain Oulès. Romain Oulès, je pense que vous connaissez. Romain a squatté mon canapé pendant quelques jours et je sais pas comment on en est arrivé là, mais je lui ai montré Devil Story et il a pété un câble devant et il s'est dit viens, c'est 2 h du matin, viens on tourne un truc et on écrit, on tourne et on monte une vidéo en moins de 24 heures. Donc c'était n'importe quoi, c'était 2 insomniaques surexcités pétés au sucre qui ont fait ce truc là. Mais après on a enchaîné très vite avec une autre vidéo sur le même principe, basée sur Spookies, donc un autre nanar aussi assez gratiné. Il y a une 3e vidéo qui est prévue et je pense qu'on tient quelque chose. Mais si vous ne connaissez pas Devil Story, dites-vous que c'est vraiment le Graal absolu en matière de nanar. Voilà, toutes les personnes en fait qui se caressent sur The Room, non, The Room c'est très bien, oui, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, voyez Devil Story. Devil Story, il n'y a même pas de mots pour le qualifier, quoi. Voilà, c'est un ovni total, c'est un cas d'école, c'est indépassable. Et puisqu'on parle de nanar, j'en profite aussi pour les placer là. Il y a une de mes chaînes préférées qui n'est pas forcément très connue, mais il mériterait vraiment d'avoir bien plus d'abonnés. C'est une chaîne qui s'appelle Les Chroniques du Nanar. Et ils sont très réguliers, bien plus que moi. Ils sortent des épisodes sur des trucs dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est très dans l'ambiance nanar, c'est-à-dire que c'est gras, c'est grossier, c'est vulgaire. Les mecs en ont rien à foutre. J'adore, je suis fan. Voilà les gars, je sais pas si vous passez par là, mais si c'est le cas, force à vous, bravo. À quand le retour des vidéoclubs? Est-ce que tu penses que les vidéoclubs vont faire leur grand comeback? Alors, je suis désolé Nicolas, je suis désolé d'Elevetti d'Horror, abonnez-vous. Non, le principe d'avoir un vidéoclub en 2024, ouais, sur le papier, il y a un côté qui fait un petit peu rêver, qui fait un petit peu fantasmer, parce qu'on est nostalgique, tout ça. Mais pour avoir créé, géré un vidéoclub, et pour l'avoir fermé aussi, je sais à quel point c'est compliqué. Ça l'était déjà à l'époque, même si j'avais dans l'idée de moderniser un petit peu le truc, et je me suis accroché tout ce que j'ai pu pour que ça tienne. Ça ne m'a jamais rendu riche, loin de là. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, presque 10 ans plus tard, faire un truc similaire, à moins d'avoir les reins extrêmement solides ou d'être millionnaire ou inconscient ou les deux, non, c'est suicidaire. Et les chaînes de VOD sont beaucoup trop implantées aujourd'hui dans les habitudes de consommation pour que ce truc-là soit viable financièrement. Toi qui aimais discuter avec les clients et leur conseiller un film, comment envisages-tu maintenant ce relationnel, sachant que les vidéoclubs ont disparu? Tu préfères conseiller des films IRL dans ton vidéoclub ou dans des vidéos YouTube? La manière dont je perçois la chaîne YouTube, ça a toujours été la même, c'est-à-dire que c'est une espèce d'extension de ce que je faisais dans le vidéoclub. Mon vidéoclub ayant fermé maintenant il y a quelques années, je pensais que la chaîne YouTube allait de fait fermer en même temps, étant donné que je tournais mes vidéos là-bas. Mais après quelques mois de réflexion, je me suis dit que ça serait un peu bête de s'arrêter là-dessus et que de toute façon, c'est pas le décor qui faisait l'intérêt de la chose, c'était ce que moi je pouvais raconter, c'était les conseils que je pouvais donner en matière de visionnage de films. Le décor, c'est accessoire, limite, on s'en fout, quoi. Après, la manière dont je parle de cinéma dans les vidéos que je peux faire sur YouTube, c'est à peu de choses près la même que celle que j'employais avec mes clients quand ils rentraient dans le magasin. Ce que je peux faire en fait sur YouTube, ce qui m'intéresse dessus, c'est pas tant le nombre de vues. Alors oui, effectivement, quand tu fais une vidéo et que tu as passé 3 ou 4 mois en matière de montage et que derrière il y a genre 5 personnes qui l'ont vu, effectivement ça fait chier. Je préfère, comme tout le monde je pense, que le nombre de vues de ma vidéo fasse à peu près le nombre d'abonnés que je peux avoir sur ma chaîne, mais très sincèrement, c'est pas du tout ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est vraiment les retours que je peux avoir avec les gens, que ce soit IRL ou quoi. Et surtout dans l'espace commentaire, quand j'ai quelqu'un qui me dit « je ne connaissais pas ce film, je l'ai regardé, effectivement, putain, je me suis pris une claque », c'est pour moi exactement la même chose que ce que je pouvais avoir dans le magasin. Quand je conseillais un film à quelqu'un et qu'il n'était pas forcément... Je voyais en fait qu'il n'était pas forcément super rassuré par ce que je lui montrais. Et moi, je savais, en ayant un petit peu discuté avec la personne, en connaissant ses goûts, que ça allait matcher. Et il y a pas mal de personnes à qui j'ai insisté sans être
lourd ou insistant ou quoi, ou trop insistant en tout cas, que la personne en fait allait péter un câble en voyant le film en question. Et 9 fois sur 10, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la personne revenait le lendemain matin en disant putain c'était trop bien, est-ce que t'en as d'autres, des films comme ça? Je dis putain viens, j'en ai plein. Et là je savais que je tenais la personne, on était parti pour un moment. Ce qui peut se passer dans les commentaires YouTube que vous me laissez, encore une fois, ceux qui me font vraiment le plus plaisir, c'est vraiment ceux de personnes qui ne connaissaient pas le film et qui étaient un petit peu limite réticentes à l'idée de le regarder et qui du coup ont découvert ça. Et voilà, j'ai reçu plein de messages à ce niveau-là que je n'ai pas mis volontairement parmi tous les messages que je lis dans la FAQ, mais voilà, sachez que j'ai lu tous vos messages qui m'ont fait vraiment très très plaisir, parce que si j'ai pu faire découvrir, je sais pas moi, Treyarch ou la catégorie 3 ou le western italien en fait à des personnes qui n'avaient pas du tout entendu parler de ça avant, ou qui avaient peut-être une idée un peu préconçue de ces films-là, si j'ai pu à mon niveau en fait aider à leur ouvrir un petit peu des horizons par rapport à ça, bah écoutez, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir, quoi. Et concernant la question sur est-ce que je préfère conseiller des films IRL ou sur YouTube, évidemment, je préfère faire ça IRL, que ce soit dans des soirées, dans des festivals, peu importe en vrai, que sur YouTube. Mais encore une fois, c'est vraiment parmi tous les commentaires ceux qui me font le plus plaisir. Est-ce que vous travaillez toujours sur Lyon ? Tu travailles à plein temps sur la chaîne ou est-ce que tu bosses à côté? Et dans ce cas, que fais-tu comme boulot? Alors si tu me poses la question par rapport au fait que je travaille sur Lyon, c'est qu'on a probablement déjà dû se croiser, soit au vidéoclub, soit dans le magasin de DVD dans lequel j'ai travaillé juste après. Donc non, tout ça c'est plus d'actualité. Maintenant je travaille en tant que monteur indépendant. Je suis notamment monteur pour la chaîne Bolchegeek et en fait il m'a engagé pour justement apporter une espèce de regard un petit peu différent sur des vidéos qui traitent de cinéma. Quand il est question de cinéma d'exploitation, de cinéma bis ou de cinéma des années 70-80, généralement voilà, c'est moi qui suis sur le montage. On est plusieurs monteurs en fait sur la chaîne. Il y a Queen Apple, Esmoté aussi qui fait de très grosses vidéos, et Ben forcément. Et d'ailleurs à ce propos, voilà, si vous recherchez un monteur, n'hésitez pas à m'envoyer un message, mes MP sont ouverts. Quels sont les films ou les réalisateurs qui t'ont le plus marqué? Je vais pas te faire de liste, je suis désolé, parce que sinon on est parti pour un tunnel, et des tunnels j'en fais déjà assez comme ça dans le jumpscare. Je vais juste te citer un film. Je vais te citer Mulholland Drive, qui m'a retourné l'esprit quand je l'ai vu en 2001, novembre 2001. Et c'est ce film qui m'a motivé à me lancer entre guillemets dans le cinéma. C'est ce film qui m'a fait m'intéresser au cinéma d'auteur, au cinéma bis, à tout ce que je ne voulais pas voir avant parce que j'avais décrété que c'était pas intéressant. Donc c'est vraiment un film qui m'a ouvert énormément de portes, et c'est encore aujourd'hui le film que je trouve le plus parfait de l'histoire du cinéma. Je pourrais en parler des heures. Donc si tu l'as déjà vu, tant mieux. Si tu ne l'as pas déjà vu, eh ben écoute, jette-toi dessus. Est-ce que tu aurais des films à conseiller dans le style de The Road? Alors oui, alors c'est pas un film, mais évidemment il y a la série The Last of Us qui est sur Prime je crois. Il y a un petit film qui s'appelle Le Monde, la chair et le diable, qui est une espèce de film post-apo avant l'heure que je trouve assez intéressant, même si la seconde partie est un petit peu moins bonne. Mais si je devais t'en conseiller qu'un, ce serait un film qui s'appelle The Rover, avec Guy Pearce et Robert Pattinson. Grosso modo, on est après une espèce d'apocalypse et on suit le parcours de Guy Pearce qui veut à tout prix récupérer sa bagnole, et la voiture a été volée par un gang auquel appartient Robert Pattinson, qui va être abandonné par le gang en question. Guy Pearce va le défoncer, va lui dire maintenant tu me ramènes à tes potes, sinon je te défonce. Tout ça pour une voiture, quoi. Si tu avais une machine à modifier l'histoire du cinéma, un projet abandonné est finalement sorti, tel réal à la place d'un autre sur un film, un flop qui connaît un énorme succès ou l'inverse, etc., qu'est-ce que tu changerais et pourquoi? De base, je pensais revenir en arrière jusqu'aux années 70 et modifier un petit peu le cours du temps pour que le Dune de Jodorowsky puisse finalement se faire, et par curiosité voir comment l'histoire du cinéma derrière allait changer. Mais à la réflexion, je me dis que ce qu'on aurait eu, ça aurait été juste une espèce de film culte, mais qui aurait été kitsch à crever, et qui aurait été une espèce d'anomalie absolue, mais pas forcément un très bon film sur le papier, qui aurait sans doute salement vieilli. Voilà, donc je pense que c'est une fausse bonne idée. Mais si je devais changer quelque chose pour de bon dans l'histoire du cinéma, je changerais Pirates des Caraïbes. J'effacerais complètement ce truc-là et je remplacerais la saga par la saga Monkey Island, qui est le truc qui me fascine le plus au monde, vraiment, de tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec l'art. C'est vraiment Monkey Island que je place au sommet de tout.
Je suis complètement matrixé par ce truc-là. Si je devais partir sur une île déserte, je ne prendrais même pas un film, un bouquin ou une musique, je prendrais Monkey Island. Sur ma droite, là, à quelques centimètres, il y a une boîte qui contient l'intégrale des jeux. J'ai payé ça une fortune et je ne regrette absolument pas. Et quand je regarde Pirates des Caraïbes, je ne peux pas m'empêcher de voir de grosses similitudes entre les deux sagas, sachant que les deux sont liés, mais bon, je ne vais pas vous faire l'historique maintenant. Mais donc voilà, j'aurais rêvé voir ce truc adapté à l'écran. Ça a failli se faire sous forme de dessin animé à la fin des années 90. Ça ne s'est jamais fait, mais je rêve toujours secrètement d'un film Monkey Island qui aurait été réalisé par Terry Gilliam, ou aujourd'hui avec, je sais pas moi, Edgar Wright par exemple à la réalisation, ça aurait été le feu. Quel est ton rapport au support physique? Grand collectionneur et chasseur d'éditions rares ou économe en place? Évidemment que oui, j'aime le support physique. Là, vous ne le voyez pas, mais là-bas, il y a à peu près 2000 DVD ou Blu-ray, tout confondu. Donc oui, j'en ai quand même beaucoup. Je me suis quand même bien calmé sur l'achat des films, parce que passé un temps, j'en achetais quasiment toutes les semaines. Aujourd'hui, il peut parfaitement s'écouler 6 mois sans que je n'achète quoi que ce soit. Je suis beaucoup plus regardant sur ce que j'achète. Si l'édition ne me plaît pas parce qu'il manque un truc ou parce que voilà, j'estime que le film n'est pas forcément ne vaut pas le prix de l'édition en question, je vais m'abstenir. Je suis par contre beaucoup plus intéressé par des éditions ultimes, dans le sens où vraiment il y a absolument tout ce que je veux dans l'édition en question. Je n'achète pas un film par rapport à son packaging. L'édition collector absolue avec des cartes postales, des goodies, des posters, des stylos qui brillent, des pins parlants, des mains qui collent, je m'en fous. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Évidemment que si la boîte est un peu plus jolie, oui, c'est un plus, mais je n'achèterai pas un truc juste par rapport à des goodies. Voilà, j'ai pas les sous pour ça, j'ai pas la place non plus. Voilà, donc je suis encore très consommateur de ça, mais je suis beaucoup plus sélectif par rapport à ce que j'achète. Quel est pour toi le meilleur éditeur sur support physique et le pire? Alors, une question de Luc Nagasaki. Luc Nagasaki, toi, tu veux que j'ai des problèmes en fait. Tu veux que je m'embrouille avec les copains. Putain, mon éditeur vidéo préféré, je pourrais pas te dire ça parce que j'en aime beaucoup. J'ai pas forcément d'éditeur que je place au-dessus des autres. Mais voilà, sans surprise, j'adore ce que font Ecstasy au film, j'adore ce que fait Stéphane du Chat qui fume, Artus Film, Carlotta, Potemkin, Rimini et beaucoup d'autres, ESC, enfin bref. Voilà, j'ai pas d'éditeur qui se dégage de la masse, mais ça va dépendre de ce qu'ils éditent. Il y a certains éditeurs dont j'achète un petit peu moins les titres parce que c'est un petit peu moins ce que je recherche. Mais après, je pense que mon éditeur préféré, ça sera l'éditeur qui sortira Les Diables en version intégrale, non censurée, haute définition, 4K, 3D, tout ce que tu veux. Voilà, cet éditeur-là, lui, il aura ma préférence et ce sera mon éditeur préféré à vie. Donc, avis aux éditeurs, là les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je sais que techniquement, pour le moment, c'est juste impossible, mais voilà, gloire à la personne qui pourra faire ça le premier. Le pire éditeur, le pire... si, putain, pourquoi je cherche? Si. Alors, c'est un éditeur qui s'appelle Sans Frontières, qui est une espèce d'escroc notoire. Le mec est très connu en plus à Lyon pour avoir arnaqué, coulé plein de cinémas, enfin... allez voir un petit peu, je donnerai pas son nom, mais renseignez-vous et allez voir un petit peu le Wikipédia de la personne en question, parce que le mec en est pas à son coup d'essai en matière de dinguerie, d'arnaque et de coups fourrés. Sans Frontières, c'est un éditeur qui a, comme ça à première vue, un catalogue assez dingue, parce qu'il a des films qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que beaucoup de personnes en fait, dans le monde de l'édition savent, c'est que c'est quelqu'un qui ne possède pas les droits des films qu'il met en vente. Et ça s'est vérifié il n'y a pas très longtemps avec une édition pirate de merde des Diables qui était mise en vente à la Fnac, chez Gilbert Joseph et dans d'autres grandes surfaces. Donc pas mal de personnes ont râlé à juste titre et le truc a été retiré des rayons. Voilà, ça vaut même pas la peine en fait de continuer plus longtemps sur cette personne. Si vous voyez dans les bacs une édition Sans Frontières, ne l'achetez pas parce que y a de fortes chances que ça soit un truc dont la personne ne possède pas les droits et que vous donniez des sous à un faussaire. Ton sous-genre de l'exploitation préféré? Bon alors sans surprise, hein, je pense que
La non-exploitation, voilà, c'est quelque chose qui me fait marrer. J'aime beaucoup le western italien aussi, mais si je devais en retenir qu'un seul, ça serait même pas forcément de l'exploitation. Un des sous-genres du bis que j'aime énormément, c'est le wuxia-pian. Donc tout ce qui est film de sabre chinois, avec des chevaliers voilà, qui se foutent sur la gueule avec des épées, qui s'envolent, qui courent dans les arbres et tout. Ça, je suis très fan. Et c'est pas impossible un jour qu'il y ait une vidéo sur le sujet ou en lien avec le cinéma de Choi Ark. Voilà, parce que encore une fois, j'adore ça. Est-ce que vous avez parfois de vrais questionnements moraux sur ce que vous regardez dans le cinéma bis? J'entends par là des limites à ce que l'on peut montrer à l'écran. Oui, évidemment que oui. Quand on regarde du cinéma bis, il n'y a pas que des trucs rigolos, des machins éclatés, des nanars un peu foufou ou quoi. Des fois, il y a des trucs qui sont moralement difficilement regardables. Plus le temps passe et moins, heureusement, il y a ce genre de film. À titre personnel, voilà, quand je suis confronté à des scènes très violentes, je sais que j'ai une espèce de réflexe qui m'est propre après, qui consiste à désamorcer ce que je vois à l'écran en me focalisant sur la mise en scène et en me focalisant sur des aspects techniques. En me disant, voilà, tiens, là, on est sur un autre axe de caméra, donc potentiellement, cette scène a été tournée en 2 fois. Là, il y a un faux raccord, donc du coup, ça, c'est pas raccord avec ça. Et puis là, l'éclairage n'est pas le même, donc gna. J'essaie de dédramatiser ce que je regarde en me focalisant donc, sur des petites erreurs techniques pour découper la scène et me remettre bien en tête que ce que je regarde, en fait, est totalement faux et que ce sont juste des acteurs que j'ai en face de moi. Là où c'est plus compliqué, c'est quand il y a des moments violents qui mettent en scène des enfants ou des animaux. J'ai beau aimer Cannibal Holocaust, je déteste les scènes où il y a des massacres d'animaux, il n'y a absolument rien qui justifie ça. Et en ce qui concerne les enfants, quand il y a des scènes avec des enfants qui sont en détresse ou en souffrance ou qui sont en larmes ou quoi, je sais que ça me plaît pas. Un des films les plus horribles que j'ai vu de ma vie, alors celui-là je l'ai déjà évoqué en vidéo, tout à l'heure je parlais en fait des dernières vidéos que j'avais tournées dans le vidéoclub, je crois que c'est dans celle-ci, où j'avais fait une espèce de classement des films les plus pétés que j'avais vu de ma vie, et celui-ci en fait il est numéro 1, c'est un film qui s'appelle Goodbye Uncle Tom, qui va sortir en Blu-ray chez le Chat qui fume, je crois en septembre. Bon courage Stéphane, et c'est encore aujourd'hui le film qui m'a le plus retourné, c'est vraiment la seule fois de ma vie où j'ai failli me barrer de la salle de cinéma, et les scènes en question qui me posaient problème, c'est des scènes qui étaient non seulement ouvertement racistes, mais qui en plus mettaient en scène des enfants qui n'avaient rien demandé et qui étaient attachés au niveau du cou via une chaîne, et il y avait un mec qui tirait sur la chaîne et le gamin était en larmes. C'était très pénible à regarder. Et voilà, je sais qu'à titre personnel, ma limite en fait, elle serait là, c'est-à-dire que quand on inflige des choses à des gens ou des animaux qui n'ont absolument rien demandé, ça m'énerve. Et je pars du principe que j'ai pas forcément envie de voir d'autres films de ce type. En parler, c'est une chose, les conseiller, c'en est une autre. Donc si jamais je devais le faire sur la chaîne, chose que j'ai pu faire en fait à 2-3 reprises avec des films un peu compliqués, je mets toujours une espèce de trigger warning. Enfin, j'avertis systématiquement les gens sur le film qu'ils vont potentiellement regarder, en le replaçant dans le contexte et en disant attention, ce film en fait est issu de telle période dans l'histoire du cinéma, et à l'époque il y avait ce truc qui allait pas, il y avait ça aussi qui allait pas, donc voilà, soyez prévenus. Mais avec le temps, il y a de plus en plus de garde-fous entre guillemets pour éviter que ce genre de démordement ne se reproduise. Et alors c'est pas une histoire de censurer des choses ou quoi, c'est juste que on peut faire des films vénères, trash, provocateurs ou quoi, sans dépasser une certaine limite et sans aller dans l'illégalité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour répondre à ta question de manière très rapide, oui, on se pose constamment la question. Une petite liste de recommandations. Alors là encore, je vais faire très court parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et j'ai pas forcément vu beaucoup de choses au cinéma, faute de temps. Mais si je devais t'en conseiller que 3, je te conseillerais Hundreds of Beavers, dont j'ai déjà parlé précédemment, Property, un film sur une espèce de lutte des classes entre un riche propriétaire qui s'apprête à licencier tous les paysans qui travaillent sur sa terre, et forcément ça va dégénérer. Le film est vraiment excellent. On a l'impression que ça va être une espèce de huis clos au début, en fait c'est pas du tout ça. Et pour finir, un film qui était en salle récemment qui s'appelle Knit Island, qui est une espèce de film assez unique en son genre. C'est l'histoire d'un petit groupe qui infiltre un jeu vidéo qui s'appelle DayZ, qui est une espèce de jeu un petit peu à monde ouvert, un petit peu façon GTA, avec des mecs en fait qui sont capables de se tirer dessus et tout, et dans lesquels il y a des zombies. Et donc ces gens arrivent dans ce monde ouvert
et commence à poser des questions aux gens qui sont là depuis quasiment 10 ans, quoi. Et il y a même plusieurs communautés qui se sont formées et qui des fois s'affrontent. Et c'est l'équivalent un petit peu du GTA RPZ, mais en film, filmé comme du Terrence Malick. J'ai l'impression que c'est à la fois une espèce de premier film d'un potentiel nouveau sous-genre, et en même temps son film terminal. C'est-à-dire que il y a beaucoup de similitudes entre le GTA RPZ, entre ce qui a pu se passer en fait dans le RPZ et ce que nous raconte Knights Island. Je pense que c'est totalement involontaire, mais j'ai cette impression que si tu mets une équipe de tournage dans un jeu à monde ouvert, il va fatalement se passer un petit peu les mêmes choses et un petit peu le même déroulé narratif. Voilà, je suis très curieux d'en discuter avec les auteurs de Knights Island, mais en l'état, si tu as vu le RPZ, c'est pas très grave, parce que même en sachant ça et même en ayant toutes ces petites similitudes, ça reste quand même un très très bon film et assez unique en son genre. Est-ce que tu as déjà essayé de travailler pour Mad Movies? Alors non, je vois même pas pourquoi j'irais chez Mad Movies. Enfin, je vois pourquoi tu m'as posé la question, mais je ne ferai pas ça. Je pars du principe que entre écrire de la critique pour Internet, pour YouTube, en l'occurrence, et écrire pour de la presse cinéma, c'est vraiment deux formes d'écriture qui n'ont absolument rien à voir. Et autant je peux faire quelque chose de pas trop dégueulasse pour Internet, autant je pense que je n'ai vraiment pas les épaules ou le talent, j'en sais rien, pour écrire dans un magazine qui paraît tous les mois. Et très sincèrement, c'est pas du tout de la fausse modestie ou quoi. Je pense que vraiment chacun doit être à sa place et que la critique ciné YouTube n'a absolument rien à foutre dans la presse cinéma. Mad Movies fonctionne très bien en l'état. Je vois absolument pas ce que j'irai faire là-dedans. Voilà. Allez-vous parler de Philosophy of the Knife? Alors je pense que non, parce que ça fait partie des rares films qui me terrifient avant de le regarder. Autant je peux avoir pas mal de tolérance pour pas mal de trucs un peu pétés ou quoi, autant tout ce qui est gore, chirurgical, sadisme poussé à l'extrême et tout, j'ai un petit peu de mal. C'est pour ça que le torture porn, c'est vraiment pas mon genre préféré. Je suis vraiment pas un spécialiste du truc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ça et qui seraient capables en fait d'en parler pendant des heures et qui sont vraiment passionnants en fait à écouter. Mais voilà, moi ça fait partie de mes limites. Dès que ça devient une espèce de gore beaucoup trop sadique et trop réaliste, ça me révulse un petit peu. Et Philosophy of the Knife, de ce que je sais, c'est une espèce de grand film de 4 heures sur le fameux camp 731. J'ai déjà vu le film de catégorie 3 consacré à ça, ça m'a suffi. Si tu dois voir une vidéo consacrée à ça, je pense que d'autres vidéastes en ont déjà fait. Ça ne me surprendrait pas que des mecs comme Drawer ou Az aient déjà parlé de ce film-là. Peut-être que je le verrai un jour, tu vois, je ferme pas complètement le truc, mais en l'état, j'ai plus envie de voir des trucs un petit peu feel good en ce moment. Voilà, donc désolé. Et si on parlait de Roger Corman? Et par on, j'entends toi. Merci. Alors Roger Corman, j'y pense depuis un moment et je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans plusieurs de mes vidéos. Mais au moment où on enregistre cette FAQ, il est décédé depuis, je crois, une dizaine de jours. Donc là, en matière de timing, c'est pas trop le bon moment. Et plus j'y pense, plus je me dis que ça serait pas forcément super original, dans le sens où il y a déjà beaucoup de documentaires qui sont faits sur Roger Corman, qui sont même plutôt bons de ce que je me souviens. Et comme je disais précédemment, à partir du moment où une vidéo ou un documentaire existe déjà sur un sujet et qui est très complet et pour lequel en fait je ne vois pas de choses forcément supplémentaires à rajouter, je vais pas y aller. Donc voilà, si je trouve un angle particulier sur Roger Corman, ou si j'ai un axe spécial, ou si je choisis d'aborder des films qui ne sont pas forcément traités ailleurs, ouais, là je ferai quelque chose. En l'état, et pour une question de timing, et pour une question de ça a déjà été fait, je vais le mettre en stand-by. Un petit top de tes films préférés. D'ailleurs, es-tu sur Letterboxd? Alors non, je ne suis toujours pas sur Letterboxd, je suis sur Sens Critique par contre. Letterboxd, j'y viendrai peut-être un jour. Et mon top de mes films préférés, ça va être un peu long comme ça, donc même chose. Je vais te faire une petite liste que je vais rajouter au montage juste après. Zatoichi ou La Pivoine Rouge? Zatoichi, pour une raison très simple, c'est qu'il y a plus de films.
Quel serait ton top 5 de films de ces dernières années? Penses-tu à créer ton propre podcast? Pour le podcast, non, ça m'a même jamais traversé l'esprit, surtout que j'ai déjà Jumpscare, donc en rajouter un autre par-dessus ça, non. Mais l'idée de parler comme ça, de blablater pendant des heures seul avec des viewers, ouais, ça c'est une idée qui m'a déjà traversé l'esprit, mais je pense que plutôt qu'un podcast, je préférerais faire ça sur Twitch. J'ai pas forcément d'idées préconçues sur ce que je voudrais faire, mais je pense que j'y viendrai fatalement un jour. Pour parler de cinéma, pour parler YouTube, pour parler de jeux vidéo, pour jouer à des jeux qui me plaisent, pour vous faire découvrir des choses. Enfin bref, je pense que c'est un espace que je connais encore très mal, mais que j'aimerais bien investir à terme pour proposer un petit peu des contenus un peu inédits, quoi. Ah, et le top 5 de mes films préférés de ces dernières années, comme ça de tête, ça va être juste impossible. Donc même chose, j'y réfléchis et je te le mets juste après en insert. Alors, question de Clémentine de la chaîne Cinéma et Politique. Raconte-nous une anecdote de l'époque où tu travaillais dans un vidéoclub. Alors Clem, je sais très bien où est-ce que tu veux que j'aille. Je n'irai pas. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu, je lui ai raconté beaucoup d'anecdotes de quand j'étais dans le vidéoclub, et à chaque fois, c'est des anecdotes avec des clients complètement cinglés. Il y a matière à en faire quelque chose. Je pense que soit je vous raconterai genre tout ça dans une vidéo dédiée, soit ça sera sur Twitch quand je me mettrai à Twitch, soit ça prendra une autre forme, je ne sais pas encore laquelle. Je vais pas griller mes cartouches tout de suite, mais je peux juste vous donner en matière de teasing, film de lavement, crotte de nez qui pendouille de 30 cm, psychopathe qui a voulu me décapiter avec un petit couteau suisse. Bref, voilà, ça n'a aucun sens, mais ça a été mon quotidien pendant des années, et vous en saurez peut-être un peu plus d'ici quelques temps. Voilà, on arrive à la fin de cette FAQ qui était beaucoup trop longue. Si vous avez eu le courage et la patience d'arriver jusque-là, je ne le dis jamais en vidéo, je ne l'ai jamais dit, je pense même une seule fois depuis que j'ai lancé ma chaîne, mais voilà, je vais le faire ici. Pensez à vous abonner, pensez à mettre la cloche, même si je n'ai pas compris à quoi ça sert. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Pour les personnes qui peuvent, et uniquement pour les personnes qui peuvent, j'ai une page Tipeee aussi. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ah, et abonnez-vous à Jumpscare aussi, c'est important.